Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengrikha, a présidé ce mercredi une réunion de travail au niveau du siège du ministère de la Défense nationale afin d'effectuer une évaluation de ce qui a été exécuté durant l'année écoulée et déterminer les défis qu'il appartient à l'ANP de relever à court et moyen terme. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum Lesoto, il a été reçu par le Premier ministre et s'est entretenu avec son homologue. Hier, il était en Afrique du Sud, Sabri Boukhadoum, et les dirigeants sud-africains se sont engagés à Pretoria à renouveler les liens historiques qui unissent les deux pays. Pour réintroduire le pistachier de l'Atlas dans les régions sépiques de Djelfa, de pépinières s'attellent à la culture de cette essence forestière endémique. 10 000 arbustes sont à prévoir pour la plantation. Puis une visite guidée au Rsar Mouroul, un musée à ciel ouvert datant de plus de 7 siècles. Cet édifice historique se démarque par son architecture ancestrale et sa position géographique. Bienvenue à tous dans la dynamique des réunions périodiques avec les cadres. Le général de corps d'armée, Saïd Chengrikha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce mercredi une réunion de travail au niveau du siège du ministère de la Défense nationale afin d'effectuer une évaluation de ce qui a été exécuté durant l'année écoulée et déterminer les défis qu'il appartient à l'armée nationale populaire de relever à court et moyen terme. Ont pris part à cette réunion le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force, les chefs des départements, le contrôleur général de l'armée, les directeurs et chefs des services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire. En cette occasion, le général de corps d'armée a adressé une allocution d'orientation lors de laquelle il a renouvelé ses vœux pour l'avènement du Nouvel An 2021 et du Nouvel An Amazigh 2971 et a souligné l'intérêt extrême qu'il apporte depuis son accession à la tête de l'état-major de l'armée nationale populaire à l'élaboration d'une feuille de route aux repères bien définis. Je vous propose de l'écouter. يطيب لي في البداية أن أتقدم لكم جميعا بالتهاني الحارة بمناسبة حلول العامين الجديدين الميلادي 2021 والأمازيغي 2971، متمنيا لكم ولأهلكم وذويكم موفور الصحة والسعادة والهناء، وأن أزف إليكم تحيات وتقدير السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على كل الجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي في سبيل توفير موجبات الأمن والسكينة في كافة ربوع الوطن. لقد حرصت شديد الحرص منذ أن حظيت بثقة السيد رئيس الجمهورية وتوليت مهام رئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي بداية العام الماضي على تحديد خريطة طريق واضحة عملت على ترسيخ معالمها في أذهان مختلف المسؤولين وقادة الوحدات خلال الزيارات الميدانية التي قمت بها إلى قيادات القوات والنواحي العسكرية وخلال الاجتماعات مع مختلف الأنساق القيادية. هذه الرؤية الشاملة التي يتعين على الجميع التقيد بروحها وهضم أفكارها
والانخراط التام في أهدافها ومراميها إلى غاية تحقيق جميع آمالنا وتطلعاتنا المشروعة في بناء جيش قوي عصري ومتطور يكون في مستوى سمعة الجزائر الجديدة، وبإمكانه رفع كافة التحديات وكسب رهانات القرن ال21. جيش فخور بماضيه يسير بكل ثبات نحو المستقبل الواعد. كما يطيب لي التعبير عن حرصي الشديد على عقد هذا اللقاء الذي أردت أن يجمعني وإياكم كإطارات ومسؤولين عاملين على مستوى قيادات القوات ومختلف الهياكل والهيئات المركزية لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي من أجل إجراء تقييم موضوعي لما تم إنجازه في العام المنصرم وما ينتظرنا من تحديات يتعين رفعها في المستقبل القريب والمتوسط. Le général de corps d'armée a affirmé que les défis rencontrés nous appellent tous à nous hisser à la hauteur de la grandeur de l'Algérie et qu'il est convaincu que l'armée nationale populaire, au regard de sa longue expérience, est capable de préserver le legs et d'être à la hauteur de la confiance que notre vaillant peuple a investi en elle. Écoutez. نعم، إن هذه التحديات عظيمة وخطيرة في نفس الوقت، وتتطلب منا جميعا أن نرتقي إلى مستوى عظمة الجزائر، فلقد كان قدر بلادنا على مر التاريخ ولا يزال هو مواجهة التحديات والانتصار عليها مهما كلفها من التضحيات. وإني على يقين تام أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يملك من التجارب والخبرات التي اكتسبها في صراعه المرير مع الإرهاب الهمجي ومختلف الدروس القاسية التي مر بها وتكيفه الإيجابي مع مستجدات العصر العلمية والتكنولوجية، لقادر على أن يؤدي الأمانة ويصون الوديعة وأن يكون في مستوى الثقة التي يوشحه بها شعبنا العظيم. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, a effectué aujourd'hui une visite de travail au royaume du Lesotho. Au cours de cette visite, le ministre a été reçu en audience par le Premier ministre Makesi Majoro et s'est entretenu avec son homologue Matsepo Ramako, ministre des Affaires étrangères et des Relations internationales. Les entretiens ont porté sur l'évaluation de l'état des relations bilatérales entre les deux pays et l'examen des voies et moyens de renforcer la coopération multisectorielle. L'accent a notamment été mis sur la nécessité de finaliser le cadre juridique et redynamiser les contacts à tous les niveaux en perspective de la tenue de la session inaugurale de la commission mixte. Les questions régionales et internationales d'intérêt commun ont en outre été abordées. Les deux parties sont convenues de la nécessité d'approfondir la coordination au sein des organisations régionales et internationales en vue de défendre les principes de droit international et réaliser les objectifs de l'organisation continentale dans les domaines de la paix, de la sécurité
sécurité et du développement. S'agissant du conflit du Sahara occidental, les deux parties ont souligné l'impératif pour l'Union africaine et les Nations unies d'œuvrer de concert pour le lancement d'un véritable processus politique à même de permettre le parachèvement du processus de décolonisation. Je vous le disais en titre, Alger et Pretoria renouvellent leurs liens historiques et leurs engagements régionaux et internationaux. À l'issue d'une visite de travail de 2 jours en Afrique du Sud, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum, et les dirigeants sud-africains se sont engagés hier à Pretoria à renouveler les liens historiques qui unissent les deux pays et l'engagement des deux parties à fixer de nouvelles perspectives communes ayant trait, entre autres, à l'économie, la politique et le commerce, ainsi qu'à d'autres questions continentales avec une convergence des vues sur les questions de paix. Karim Haïfa. Convergence des points de vue et raffermissement des relations bilatérales, c'est ce qui ressort globalement de cette visite effectuée par le ministre des Affaires étrangères en Afrique du Sud. Sabri Boukhadoum a été reçu tout d'abord par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Boukhadoum qui a mis à profit cette audience pour transmettre à son hôte les salutations du président de la République Abdelmadjid Tebboune et lui faire part de son engagement à insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a rencontré Naledi Pandor, ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, une rencontre à l'issue de laquelle les deux ministres se sont déclarés satisfaits de la qualité de la coopération bilatérale entre l'Afrique du Sud et l'Algérie. On atteste les 33 accords bilatéraux et mémorandums d'accord couvrant un large éventail de domaines tels que le commerce, la diplomatie, la défense ou encore l'industrie. Une rencontre qui a été également l'occasion d'aborder les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment celles liées à la sécurité et au développement en Afrique. Je salue le leadership éclairé de l'Afrique du Sud à la tête de l'Union africaine et ses efforts inlassables pour la promotion des initiatives de paix et de développement à l'échelle continentale. Je félicite également l'Afrique du Sud pour sa précieuse contribution durant son mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU au service de la paix et de la stabilité et des causes justes en Afrique et dans le monde. Je suis globalement satisfaite de la qualité et de la profondeur de la coopération bilatérale entre l'Afrique du Sud et l'Algérie, qui continue de faire preuve d'un dynamisme croissant grâce entre autres à la commission binationale en tant que mécanisme bilatéral structuré pour coordonner et forger une coopération bilatérale et un partenariat entre les deux pays. Les deux chefs de la diplomatie ont par ailleurs discuté des derniers développements en Libye et passé en revue le processus politique mené par l'ONU, soulignant l'impératif pour l'Union africaine d'accroître son implication pour garantir un processus politique dirigé par les Libyens qui préserve l'unité et l'intégrité territoriale du pays. Concernant la question du Sahara occidental, les deux parties se sont déclarées très préoccupées par l'escalade des tensions militaires dans les territoires occupés et ont réaffirmé à cet égard leur position qui consiste à parvenir à une solution politique juste qui assurera l'autodétermination du peuple sahraoui par le biais de la tenue d'un référendum libre et équitable. Boukhadoum et Pandor ont à ce titre exprimé leur plein appui à la nomination immédiate par le secrétaire général des Nations Unies de son envoyé personnel pour le Sahara occidental, un poste vacant depuis mai 2019. Le réseau ferré algérien est passé de 1800 km en 2000 à environ 4200 km actuellement. Il devrait atteindre les 12 500 km à l'horizon 2030, selon la feuille de route du plan d'orientation des voies ferrées issu du schéma national de l'aménagement du territoire. Une feuille de route qui prévoit par ailleurs l'introduction du système moderne de communication et de signalisation, le dédoublement de plusieurs lignes de voies ferrées, la rénovation du parc roulant ainsi que la formation et le recrutement du personnel. Karim Haïfa. L'Algérie compte atteindre une capacité de transport par rail de 17 millions de tonnes de marchandises et 16 millions de passagers par an d'ici fin 2021. Pour cela, le gouvernement veut accélérer la modernisation et l'extension du réseau ferroviaire national afin de désenclaver durablement les régions reculées. Pour atteindre ces objectifs, les autorités entendent relier à la voie ferrée les zones industrielles et d'activité pour que chaque kilomètre du réseau de chemin de fer ait une rentabilité.
2300 km de nouvelles lignes ferroviaires sont en cours de réalisation, dont 2000 km seront réceptionnés cette année. Nous avons également à l'étude la réalisation de nouvelles lignes dans le sud du pays, notamment la ligne qui reliera Ain Saleh à Tamanrasset, celle qui fera la jonction entre Adrar et Bojbaji Mokhtar, ainsi qu'une ligne reliant Béchar et Tindouf jusqu'à Rarj Bilad. Le projet de la ligne à double voie Msila-Bourzoul, un projet d'envergure auquel l'État accorde un grand intérêt, aura un impact direct en matière de développement local dans toute la région centre des hauts plateaux. Un projet qui permettra à terme une interconnexion du réseau ferré de l'Est et de l'Ouest du pays avec celui des hauts plateaux. Les travaux sur cette ligne à double voie qui reliera Msila à Bourzoul sur un linéaire de 150 km vont bon train. À ce jour, nous avons posé un linéaire de 187 km de la double voie ferrée. وتم أيضا في إطار إنجاز المشروع وضع سكة حديدية على مسافة 187 كيلومتر. Nous avons le tronçon qui est en travaux entre Bourzoul et Larwat sur un linéaire de 300 km. Un tronçon électrifié avec des trains qui rouleront à 220 km/h. Ce tronçon fait partie de la ligne ferroviaire nord-sud en travaux actuellement, dont les travaux du tronçon reliant Bourzoul à Blida seront bientôt lancés. La feuille de route du plan d'orientation des voies ferrées issue du schéma national de l'aménagement du territoire prévoit l'introduction des systèmes modernes de communication et de signalisation, le doublement de plusieurs lignes de voies ferrées, la rénovation du parc roulant ainsi que la formation et le recrutement de personnel. Le réseau ferré algérien est passé de 1800 km en 2000 à environ 4200 actuellement. Il devrait atteindre 12 500 km à l'horizon 2030. Un reportage signé Moumen Boulaloua. Pour réintroduire le pistachier de l'Atlas dans les régions stépiques de Djelfa, deux pépinières s'attellent à la culture de cette essence forestière endémique, à savoir celle du Haut Commissariat au développement de la steppe et celle de l'Organisation nationale des jeunes compétences. 10 000 arbustes sont à prévoir pour la plantation. Saïda Maïouf. Afin de réhabiliter le pistachier de l'Atlas dans les zones stépiques, arides et semi-arides, mais également subsahariennes de Djelfa, la pépinière relevant du Haut Commissariat au développement de la steppe a d'ores et déjà entamé la culture de cette essence. Là, on est près du verger de pistache Vira. Pistachia Vira, c'est un pistachier produit à la CDS, à la pépinière CDS à Tadmet. Il y a 200 pieds, c'est-à-dire un hectare. Pistachia Vera sur Vera, le produit depuis la graine. C'est-à-dire on a fait planter des graines et on a greffé avec la variété Achouri. C'est une pépinière pour un objectif, pour les objectifs de multiplication des différentes espèces, comme les espèces autochtones, Stepatina sessema, Legium spartum, Artemisia campestris. كذلك عندنا مشروع خاص بإكثار وتلقيم البيستاشيا فيرا الفستق الحلبي. Une autre pépinière au lieu dit Margab el-Hafef, installée par l'Organisation nationale des jeunes compétences scientifiques et professionnelles, initiatrice du projet, s'attelle à l'élevage des jeunes plantes du pistachier de l'Atlas. À travers la plantation de 2000 arbustes de cette espèce, contribuant à l'effort de reboisement national suite aux incendies ayant touché plusieurs forêts au pays. Après avoir collecté les graines du pistachier de l'Atlas à partir de leur terre d'origine, à savoir les zones stépiques, nous les avons introduites dans les alvéoles enveloppées dans des sacs en plastique pour les aider à mieux se développer. Cette plante est considérée comme une plante médicinale et contient des huiles essentielles qui traitent plusieurs des maladies. Par exemple, les affections bucco-dentaires, les affections de la gorge, les affections digestives comme les diarrhées, les maladies de la peau comme l'eczéma.
Les jeunes pousses prennent ensuite le chemin de la plantation dans le site de Chibika, à 70 km au nord de Djelfa. La réintroduction du Pistacia atlantica, cette espèce endémique des régions stépiques à travers la wilaya de Djelfa, est un projet en partenariat avec le HCDS, l'ONJC et le PNUD afin de trouver une alternative à la problématique de l'impact des changements climatiques. Et l'impact de l'expansion exponentielle des centres urbains sur l'agriculture, on en parle aussi. Alors pour pallier ce problème, des ceintures périurbaines ont fait apparition ces dernières années, comme celle créée par l'association Tourba qui vient de lancer une ferme agroécologique à Douira. Objectif, procurer du bien-être et la santé à ses adhérents qui cultiveront eux-mêmes leur petit potager. Marie Moussaïd. Installée depuis peu, aux abords du barrage de Douira, l'association Tourba a déjà pris racine sur les lieux. Une nouvelle aventure qui commence avec tous les membres. C'est un projet que Tourba porte depuis sa création finalement. C'est d'avoir un lieu où toutes ces activités, comme je vous disais, de formation, d'accueil du public, de jardin partagé des familles, d'accueil de sensibilisation grand public, et aussi d'incubation et de formation des agriculteurs et des porteurs de projets. Le tout en un seul lieu. On a eu 4 hectares ici pour justement ces activités-là. C'est toujours dans le respect de la terre et de la nature que l'agencement de la ferme pédagogique et agroécologique se met en place. Le but principal est de développer une agriculture périurbaine fondée sur la permaculture. Alors ici, on est au niveau des parcelles donc, qui vont accueillir des familles. 30 à 50 mètres carrés, ça dépend, par rapport donc, à cette petite, qui paraît quand même grande. Ils vont apprendre ici à cultiver leurs propres légumes, donc ils vont accueillir, on va en avoir, prévu pour l'année encore, au moins une cinquantaine de parcelles, donc une cinquantaine de familles. Et peut-être même 2 familles par parcelle, ça nous en fera un peu plus. Voilà, nous avons délimité les premières parcelles, donc, mais on devra occuper jusqu'à donc, nos 2 hectares qui nous ont été alloués. Voilà, vous voyez ici, la paille qui se trouve être ici, c'est pas pour rien, c'est un paillage qui sert à protéger, en même temps à se décomposer, à nourrir la terre. Donc c'est une fertilisation naturelle. Faire prendre conscience aux citadins de l'importance de garder les liens avec la nature, manger plus sainement, faire pousser ses propres légumes et avoir des gestes éco-responsables sont les objectifs de l'association Tourba. Et ce drame routier est survenu sur la RN3 reliant les wilayas d'El Oued et Biskra. Une collision s'est produite entre 2 véhicules touristiques, dont un 4x4 à 10 km du siège de la commune de Stil. L'excès de vitesse serait la raison de ce drame ayant fait 8 morts et plusieurs blessés. Les corps sans vie des victimes ont été transportés vers l'établissement public de proximité à Omtiour, tandis que les blessés ont reçu les premiers soins sur les lieux avant d'être évacués vers le même établissement. Les services de sécurité territorialement compétents ont diligenté une enquête approfondie afin de déterminer les circonstances et raisons derrière cet accident. Restez donc vigilants, on n'est jamais assez prudent. Et puis, restez prudent chez vous également. Cette période hivernale, les asphyxies au monoxyde de carbone sont très fréquentes et dont la fin est souvent tragique. La protection civile lance la sonnette d'alarme depuis le début de cette année. 26 personnes sont décédées et 421 autres ont été sauvées. Nisrine Messaïdi. 26 personnes sont mortes et 421 autres ont été secourues depuis le début du mois de janvier, suite à l'inhalation du monoxyde de carbone. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, les éléments de la protection civile de la wilaya de Sétif ne cessent d'enregistrer quotidiennement des alertes d'asphyxie au gaz. Nous enregistrons quotidiennement des appels d'urgence, d'accidents liés à des fuites de gaz et dont la fin est souvent tragique. Depuis le début de cette année, nous avons enregistré 26 décès et 421 personnes sauvées.
Un bilan lourd et dont les principales causes sont l'utilisation des moyens de chauffage ne répondant pas aux normes de sécurité, l'absence d'aération, l'utilisation des moyens de chauffage traditionnels et le manque de contrôle et d'entretien de ces appareils. Il faut vendre les appareils de chauffage avec un détecteur de monoxyde de carbone. Il faut que ce soit obligatoire. Il faut aussi créer une spécialité dans la formation professionnelle, agent d'entretien des chauffages, une spécialité qui malheureusement n'existe plus. Pour rappel, une campagne de sensibilisation d'envergure a été lancée le 14 novembre dernier, devant se poursuivre jusqu'au 31 mars prochain, où il est question de conseils de prévention sur le mode d'emploi des chauffages et les précautions nécessaires pour éviter les asphyxies. La situation épidémiologique en chiffres à présent, 272 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 205 guérisons et 4 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Un bilan rendu public hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Direction le sud du pays, à l'hôpital d'Ilizy, des mesures drastiques ont été mises en place dans le service de gynécologie obstétrique pour protéger les mères et les nouveau-nés contre toute contamination à la Covid-19. Entre moyens humains et matériels, toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité sanitaire de tous. Commentaire Walid Yousfi. Avec l'augmentation du nombre de cas positifs de coronavirus, des dispositions drastiques ont été prises à l'hôpital d'Ilizy et plus particulièrement dans le service de gynécologie obstétrique. Les médecins du service veillent à la protection de la mère et du nouveau-né contre tout risque de contamination. On n'a pas reçu encore des femmes Covid positives. Pour le système de travail, on travaille très à l'aise, dans des bonnes conditions, avec le respect des moyens de prévention, le port des bavettes, lavage des mains, désinfection des tables après chaque femme. Nous avons une aile dédiée aux femmes enceintes dans l'unité Covid. Après l'accouchement, nous faisons le suivi des mamans et des nouveau-nés. On a même mis des couveuses pour pallier toute urgence. Nous nous sommes très bien organisés avec le service pédiatrie pour faire en sorte que la femme et le bébé repartent dans de bonnes conditions. Des mesures strictes mais tout aussi importantes, tous les moyens humains et matériels nécessaires sont mis en place pour garantir la sécurité sanitaire des patientes et de leurs bébés. Entre blouses ou masques de protection, tout le matériel médical nécessaire a été mis à notre disposition. L'administration et la pharmacie de l'hôpital répondent favorablement à nos demandes. Les équipes médicales et paramédicales sont toujours mobilisées et font de leur mieux. La situation est stable ici grâce à la mobilisation et à la coordination de tout le monde dans l'établissement, que ce soit le corps médical, paramédical et même l'administration. Nous n'avons eu aucun cas positif de Covid-19 ici dans le service pédiatrie. Le seul souci, c'est qu'à l'apparition du virus, l'administration de l'hôpital a dû transformer ces lieux en unité Covid. Il n'y a pas beaucoup d'espace ici. Avec l'affaiblissement du système immunitaire engendré par l'accouchement, les spécialistes insistent sur le respect des gestes barrières, la meilleure solution pour se protéger et protéger son entourage. Toujours solidaire avec le peuple palestinien, l'Algérie a effectué à travers l'association de bienfaisance de Baraka une campagne intitulée Difa wa Daif wa Amen pour permettre aux familles palestiniennes démunies de passer un hiver au chaud et apaiser un tant soit peu leur souffrance. Bouchabouali. Ces familles palestiniennes sont venues récupérer des couvertures distribuées par l'association algérienne de bienfaisance El Baraka dans le cadre de sa campagne Dif wa Amen pour leur permettre de passer un hiver au chaud. Aujourd'hui, nous distribuons des couvertures aux familles pauvres dans le cadre de la campagne Dif wa Amen. C'est un don du peuple algérien bienfaiteur. Nous remercions le peuple du 1,5 million de martyrs. Ce sont nos frères et proches. Ils se sont toujours souciés de nous et ont toujours été solidaires avec nous. Malgré nos souffrances, nos blessures et le blocus, nous résisterons et nous fondons beaucoup d'espoir sur le peuple algérien qui nous a toujours soutenus et qui continue de le faire. Lors de la distribution des couvertures, l'association humanitaire algérienne est tombée sur cette maison palestinienne endommagée par un raid israélien. Elle compte l'aider à la réhabiliter.
Nous allons aider à la réhabilitation de cette maison. À travers notre campagne Un hiver au chaud, nous allons collecter les fonds nécessaires. L'Algérie est le seul pays que nous considérons comme notre deuxième patrie. En dépit des aides octroyées aux populations ghazaouis, la situation humanitaire reste alarmante dans la bande de Gaza et ne pourra, de l'avis des spécialistes, s'améliorer sans la levée du blocus. À l'étranger, au moins 6 soldats nigérians ont été tués lundi dans un attentat suicide déclenché lors d'affrontements avec un groupe terroriste dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Un kamikaze du groupe terroriste État islamique en Afrique de l'Ouest a foncé avec un véhicule bourré d'explosifs sur des troupes qui menaient une offensive sur Talala, un village dans le district de Dambo, où s'étaient retranchés les terroristes. Des dizaines d'entre eux ont été tués dans l'attaque. Aux États-Unis, le vice-président américain Mike Pence a refusé mardi d'invoquer le 25e amendement de la Constitution pour démettre Donald Trump, ce qui ouvre la voie au lancement dès cette semaine d'une historique deuxième procédure de destitution contre le président sortant. Avec près de 3 morts par minute, les États-Unis ont enregistré mardi un nouveau record de morts du coronavirus en une seule journée, en plein deuxième vague planétaire qui s'étend désormais jusqu'à la Chine, où des dizaines de millions d'habitants sont de nouveau confinés. Sport handball, l'équipe nationale de handball s'est envolée hier au Caire afin de prendre part au mondial de la discipline qui se tiendra du 13 au 31 janvier dans la capitale égyptienne. Ça sera la 14e participation du set national à un championnat du monde de son histoire. Saïd Vlak. C'est à bord d'un vol spécial que la sélection nationale de handball s'est envolée mardi matin à destination du Caire en Égypte en prévision de la 27e édition du mondial. Le sélectionneur national Alain Porte avait arrêté sa liste finale des 20 joueurs pour ce tournoi lundi soir au terme de l'ultime stage effectué à Alger. 7 joueurs évoluant à l'étranger figurent sur cette liste, 3 au Qatar, 3 autres en France et 1 en Espagne. Je suis content qu'on parte. Ça fait longtemps qu'on se prépare et maintenant, on avait envie d'être un peu entre nous, un peu isolés, parce que voilà, une compétition, ça se vit de l'intérieur et les joueurs, ça fait longtemps qu'ils se préparent, ils ont envie d'être entre eux et de rentrer dans le vif du sujet. Ils se sont bien préparés. Après, il y a la vérité d'un match. Le premier sera important. Après, les autres seront beaucoup plus difficiles certainement, mais le premier sur l'enjeu est difficile. Il ne faut pas faire de pronostics, il ne faut pas se projeter, il faut essayer de bien jouer au handball parce que nous, si on ne joue pas bien, on ne peut pas gagner. Absente des 2 dernières éditions du mondial, l'Algérie évoluera en Égypte dans le groupe F en compagnie du Portugal, de l'Islande et du Maroc. Les coéquipiers de Riyad Chahbour entameront la compétition le 14 janvier avec le derby face au Maroc, suivi 2 jours après du match face à l'Islande, de boucler le premier tour le 18 du même mois face au Portugal. Les joueurs sont concentrés et sont conscients de ce qui les attend. On espère être au rendez-vous ce 14 janvier et confirmer ainsi notre excellente préparation pour cette compétition. Nous avons toutes nos chances pour nous qualifier au 2e tour. Nous allons tout donner pour rendre fier le peuple algérien et redonner au handball algérien la place qu'il mérite. Lors de cette 27e édition qui se jouera pour la première fois en présence de 32 nations, les 3 premières équipes de chaque groupe se qualifieront au tour principal qui se jouera en 4 poules de 6. Situé au nord de la wilaya de Béchar, Qsr Mouroul est un musée à ciel ouvert datant de plus de 7 siècles. Cet édifice historique se démarque par son architecture ancestrale et sa position géographique. Yasmine Saoudi. Situé au nord de la wilaya de Béchar, Qsr Mouroul est un musée à ciel ouvert. Datant de plus de 7 siècles, cet édifice historique se démarque de par son architecture ancestrale et sa position géographique idéale. Leur salle est dotée de 2 portes, une pour l'entrée des visiteurs et l'autre pour la sortie
qui mène directement vers l'oasis et la Saria. Cette région est agricole et le partage des eaux est très important. Leur sol est doté d'un cadran solaire pour assurer un partage équitable de l'eau potable pour tous les habitants de la région. Les habitants de la région veillent à la préservation de ce patrimoine architectural, aménageant ainsi des petites salles contenant des objets artisanaux, une initiative qui a beaucoup de succès auprès des visiteurs. Je me charge de l'accueil des touristes qui viennent ici. Ils prennent des photos et font le tour d'Ursar. Je leur fais même visiter un côté de ma maison dédiée aux visiteurs. Les gens qui vivent ici tiennent à préserver les traditions de leurs aïeux. Ils ont même gardé la vaisselle et les meubles de l'époque. C'est quelque chose qui nous fait plaisir. Quand je reçois des invités, je les amène ici pour visiter leur salle de Moural. Et nous faisons le tour de la région. Chaque année, nous venons ici. De par sa spécificité architecturale et sa position géographique idéale donnant sur l'oasis, Ksar Mourel est un vestige du patrimoine culturel algérien jalousement préservé. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec ML Aribi. Excellente suite de programme sur Canal Agencé.